Merci Clément et merci pour votre invitation. Je m'excuse par avance de la voix un peu cadavérique, caverneuse, due au pollen et autres joyeusetés de la saison. Donc, comme vous l'avez rappelé, je suis professeur à Nanterre, effectivement, depuis un certain nombre d'années. Je ne veux pas vous raconter ma vie, mais j'ai passé, puisqu'on en parlait tout à l'heure en particulier, j'ai passé un certain nombre d'années en Russie. Une grosse dizaine d'années, on va dire, et surtout dans les années, disons, du début des années 90 au milieu des années 2000. Et donc, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler du poutinisme. Alors, le poutinisme, bien entendu, c'est Poutine, bien sûr, il n'y a pas de poutinisme sans Poutine, mais isme veut dire quelque chose en plus, c'est-à-dire que le poutinisme, c'est ce système politique qui s'est forgé avec Vladimir Poutine comme centre et comme icône centrale. Et donc ce poutinisme, si on peut dire, je vais essayer d'être assez pédagogue, et vous ne m'avez pas limité en temps, mais je pense que je vais me limiter moi-même, je ne sais pas, au maximum 40 minutes, voilà, c'est ça. Ce poutinisme, il a une généalogie, il a une histoire, il a une archéologie, je dirais même, et cette archéologie commence avant même Poutine, c'est-à-dire que je vais commencer par vous parler des années 90, justement, en Russie. Et puis ensuite, je regarderai qu'est-ce que le poutinisme est devenu, comment il s'est constitué, quelles sont ses principales caractéristiques, comment on peut l'analyser, le voir, tout en essayant d'avoir aussi un regard critique sur son fonctionnement, et également se poser la question de savoir la pérennité de ce poutinisme. Est-ce que poutinisme, je vous l'ai dit, c'est un système politique formé avec Poutine, personne comme centre. Qu'est-ce qu'un poutinisme sans Poutine? Et surtout, qu'est-ce qu'un poutinisme après Poutine? Donc, quels sont qu'est-ce qu'on peut dire si Poutine disparaissait? Je ne dis pas biologiquement, mais il finira bien par un jour ne plus être président. Est-ce que ce système, tel qu'il est conçu aujourd'hui, peut se pérenniser? Voilà. Alors, je vais commencer par la généalogie du poutinisme, parce que pour moi, elle est très importante. Ce qu'il faut bien comprendre dans le poutinisme, c'est que c'est un phénomène politique qui est une réaction, en fait. C'est un phénomène réactif. Une réaction à quoi? Eh bien, une réaction, justement, à la crise politique qui frappe la Russie dans les années 80 et 90. Alors, cette crise politique, j'en rappelle les étapes principales. Tout d'abord, la perestroïka. Alors souvent, cette perestroïka, les réformes de Gorbatchev, qui commencent en 87-88. Gorbatchev lui-même est élu secrétaire général du parti en 85, mais les réformes économiques et surtout politiques commencent quelques années après, vont avoir un fort impact négatif sur l'État et la construction de l'État. Du point de vue occidental, c'est assez peu souligné, ou elle s'est pas peu vue, parce que nous, on a tendance à voir la perestroïka et ses réformes comme une démocratisation, comme une libéralisation, comme quelque chose de plutôt positif. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas du tout positif. Je suis en train de dire que pour l'État, disons la stabilité de l'État, ça a commencé à fortement déstabiliser pour l'État. Pourquoi? Parce que les réformes de Gorbatchev ont petit à petit remis en question le Parti communiste, ou plus exactement le rôle dirigeant du Parti communiste. Et ce Parti communiste de l'Union soviétique était vraiment la colonne vertébrale du système politique. C'est-à-dire que c'était le vrai... Il y avait en Union soviétique un État officiellement. L'État soviétique, les soviets, le soviet suprême, les soviets des républiques, les soviets locaux, les soviets... bon, voilà. Et puis les comités exécutifs de ces soviets. Donc ça, c'était la carcasse de l'État. Mais en réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que cet État ne fonctionnait que parce qu'il y avait... C'était comme une sorte de carcasse, je dirais, c'est comme une sorte de manteau. Mais le corps, lui, c'était pas les soviets, le corps, c'était le parti. Donc c'était un État, je veux dire, un État-parti où le corps, la structure, la colonne vertébrale, c'était véritablement le Parti communiste. Et qu'est-ce qui se passe pendant la perestroïka? Pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, mais on pourrait y revenir, l'essence du gorbatchevisme, ça a été d'essayer de transférer le centre du pouvoir du parti vers l'État.
Et cette greffe n'a pas fonctionné. On a essayé, si vous voulez, de prendre la colonne vertébrale et d'en faire le corps tout entier. Et ça n'a pas marché. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? L'État soviétique s'est effondré de deux manières. Un, le parti s'est effondré. En 91, ça c'est l'histoire du putsch de Gorbatchev, c'est l'histoire du putsch raté contre Gorbatchev, c'est l'histoire tout à fait passionnante d'ailleurs, hein, de la prise du pouvoir par Boris Yeltsin en 91. Et c'est l'histoire, ça c'est donc la chute du parti, si vous voulez, le parti communiste qui était quand même, la constitution soviétique disait le parti communiste est la force qui dirige et oriente la société soviétique. Donc c'était vraiment la force dirigeante de l'État et de la société. Eh bien, qu'est-ce qui se passe après le putsch de 91? Boris Yeltsin prend un décret présidentiel dans lequel il dit le Parti communiste est une organisation subversive et interdite sur les territoires de la Russie. On est passé en à peine 18 mois du rôle dirigeant à une organisation interdite. Ça, c'est une véritable révolution, celle de 91, qui va mettre par terre, si vous voulez, le parti, la colonne vertébrale de l'État, et qui va détruire, complètement désorganisé, ce que Poutine, 15 ans après, appellera la verticale du pouvoir. C'est-à-dire, la verticale du pouvoir, donc quand Poutine, quand il arrive à la tête de l'État en 2000, dit il faut restaurer la verticale du pouvoir, il faut rétablir une verticale du pouvoir, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il a à l'esprit? Ben, il a l'esprit de la verticale du parti. C'est-à-dire cette chaîne de commandement de l'État qui va du sommet jusqu'en bas, et qui permet de donner des ordres et que ces ordres soient plus ou moins exécutés. Bon, plutôt plus que moins si possible. C'est pas toujours facile. Je vais entrer dans les détails. Donc cette colonne vertébrale de l'État est démantelée et démontée en 1991. Et puis ensuite, il y a un autre aspect à la chute de l'URSS, qui est un aspect qui est lié à cet premier aspect, mais qui a une autre dimension, c'est l'éclatement du territoire, enfin l'éclatement de l'URSS en plusieurs États, c'est-à-dire il y avait 15 républiques fédérées, ça devient 15 États indépendants, dont la Russie, ce qui entraîne des reconfigurations géopolitiques, la reconfiguration géopolitique de la Russie, mais ça entraîne aussi une reconfiguration géopolitique de l'Europe, puisque des États nouveaux apparaissent, l'Ukraine par exemple, qui jusqu'à aujourd'hui est un État problématique du point de vue de sa reconfiguration géopolitique en Europe. Où est-il? Que fait-il? Etc. Bon, quel est son destin? Quelle est sa politique? Les pays baltes retrouvent leur indépendance. Et puis surtout, l'URSS était aussi un bloc. Le bloc a disparu, il n'y a plus de pays socialistes, il n'y a plus de bloc socialiste. Et donc ces États post-socialistes se retrouvent dans une sorte d'indétermination géopolitique. Et donc tout ça, c'est le fruit d'un même processus qui est l'enclenchement par Gorbatchev de ces réformes dès 87-88 qui visaient essentiellement à réformer le système soviétique, à lui redonner une seconde jeunesse. Et bien finalement, cette cure de jouvence s'est achevée la cure de jouvence a tué, si j'ose dire, le patient à laquelle il devait être administré. Alors ça, c'est, je dirais, la première catastrophe, comme dirait Poutine, qui a parlé de catastrophe géopolitique. Et de ce point de vue-là, cette phrase qu'il a prononcée en 2005, la chute de l'URSS est la principale catastrophe géopolitique du XXe siècle. Si on prend le mot catastrophe au sens littéral, c'est une catastrophe, et surtout une catastrophe au sens propre. C'est-à-dire, c'est un événement qui est survenu et qui a entraîné des conséquences qui ont été très durement ressentis et qui ont entretenu le véritable changement profond des structures. Alors qu'est-ce qui se passe après? La Russie devient un État indépendant et elle s'engage dès 1992 dans des réformes libérales au plan économique, privatisation, introduction d'une économie de marché, avec des choix sur lesquels je reviendrai, mais avec des choix sectoriels plus ou moins heureux, et surtout dans le contexte d'un très grand affaiblissement économique de la Russie post-soviétique qui se traînait, si j'ose dire, la dette de l'Union soviétique. C'était assez considérable. Et donc la Russie étant devenue en 1992 l'État successeur de l'URSS dans ses obligations internationales, il y a quelques juristes parmi vous, donc je pense que ça fait écho, elle s'est retrouvée à porter, si j'ose dire, le fardeau non seulement de l'héritage nucléaire, mais également de l'héritage économique et notamment financier.
Et cette dette était assez importante et elle a véritablement grévé la situation économique de la Russie qui, en 92, au moment où la Russie amorce ses réformes libérales, où elle se lance dans cette thérapie de choc qui, selon le terme consacré par Gorgaïda, cette thérapie de choc, elle l'aborde dans un climat et dans un contexte d'extrême faiblesse. Puisque cette thérapie de choc, ces réformes fondamentales, comment transformer une économie administrée, totalement étatisée, en économie de marché, c'est-à-dire tout changer, quoi. C'est-à-dire tout changer non seulement les structures économiques, mais avoir une politique monétaire tout à fait différente, financière aussi, changer toutes les structures de la propriété, c'est-à-dire tout le droit. Donc il faut adopter un code civil nouveau, il faut introduire le droit de la propriété privée, il faut introduire le droit des obligations, le droit des contrats, etc. Donc c'est une véritable révolution sociale que connaît, sociale, économique, juridique, politique, que connaît la Russie post-soviétique. Tout ça dans un contexte où l'État s'est effondré. Alors il y a bien des institutions, il y a un président qui a été élu au suffrage universel pour la première fois, il y a des parlements et tout ça, mais ce qui s'est véritablement effondré avec la chute de l'URSS, c'est plus que je dirais que les institutions, c'est véritablement la structure de l'État et la chaîne de commandement de l'État qui n'existe plus. On est dans un très très grand flou institutionnel. Et donc dans les années 90, ce qui frappe beaucoup en Russie, c'est l'extrême flou institutionnel, l'extrême indétermination institutionnelle. Et dans des périodes d'extrême flou institutionnel, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir a horreur du vide. Et le pouvoir se cristallise bien quelque part, circule et va se poser quelque part, et bien il se passe sur des personnes particulières qui vont, en raison de leur personne, agréger des ressources, et prendre des ressources, et constituer des pôles de pouvoir, certains économiques, les oligarques, qui vont capter les richesses, un certain nombre de richesses privatisables, qui vont se privatiser à leur profit, des ressources politiques, les nouveaux gouverneurs des régions, les nouveaux maires, des ressources, disons, issues de l'économie grise ou mafieuse, qui est très importante, parce qu'il faut bien voir que dans les années 90, au moment où les oligarques, si vous voulez, développent leurs richesses, il n'y a en Russie aucun droit pénal des affaires. Par exemple, il faut attendre 2001 pour voir adopter en Russie la notion de délit, comment ça s'appelle, la notion d'abus de bien social, qui est une notion de base dans le droit pénal des affaires, elle n'existait pas. Donc il y a des tas de gens, si vous voulez, des tas d'oligarques qui sont enrichis, qui ont mêlé allègrement leur fortune privée avec la fortune de leur société, ou détourné des biens à grande échelle, mais tout ça de manière parfaitement légale, puisqu'il n'y avait pas de droit applicable. Bon. Alors tout ça pour vous dire que dans ce contexte extrêmement flou, extrêmement chaotique des années 90, il y a un grand désarroi de la population, un grand mécontentement. La population souffre aussi de cette situation réellement, objectivement. Il suffit de regarder la démographie, c'était pour les données démographiques des années 95, 96, 97, pour s'apercevoir par exemple qu'en Russie, non seulement le taux de natalité baisse, mais la mortalité infantile augmente, l'espérance de vie baisse pour les hommes et descend en 1999 jusqu'à 58 ans. Aujourd'hui, on est à 62, c'est pas beaucoup plus, mais c'est très bas. Voilà. On a une grande déshérence sociale, des gens qui sont véritablement pris dans une sorte de tourmente personnelle. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là, il y a des gens qui s'en sortent bien, une petite minorité. Se forme une petite classe moyenne dans les années 90 aussi, mais on peut dire qu'on est dans une période d'extrême... on peut dire, et moi d'ailleurs, ayant vécu quasiment toutes les années 90 en Russie, on avait vraiment l'impression de vivre dans une époque révolutionnaire au sens propre, c'est-à-dire où tout changeait, où rien n'était vraiment prévisible. Et cette absence de prévisibilité, bon, quand on a 25 ans et qu'on est extérieur quelque part et que... Bon, c'est plutôt ça, c'est séduisant et un peu aventurier, mais pour des gens qui vivent ce chaos eux-mêmes et en sont les victimes et n'ont pas de perspective, et surtout n'ont pas de visibilité sur leur avenir, sont n'ont que de l'instabilité autour d'eux, c'est extrêmement fatigant. Et donc dans ces années 90, peu à peu, je dirais que la généalogie du poutinisme, elle est là. Le poutinisme, c'est quoi ? C'est tout un ensemble de facteurs qui vont se cristalliser, qui vont faire que, à un moment, lorsque va se cristalliser cette réaction
que j'appelle poutinienne, mais qui se cristallise avant Poutine, je vais vous le dire d'ailleurs, je vais vous expliquer tout à l'heure, ça va marcher. C'est-à-dire qu'on va dire voilà ce qu'il faut. Il faut sortir de ce flou, de ce chaos, de cette incertitude. Il faut avoir des règles et retrouver une certaine, je dirais, prévisibilité et stabilité. Et donc, un des mots-clés du discours de Poutine, et un des mots martelés depuis toujours, depuis son accession au pouvoir, et d'ailleurs aussi redit beaucoup dans cette campagne 2018, il a beaucoup réemployé ce terme de stabilité, hein, c'est-à-dire il faut la stabilité. Ça, c'était le discours des années 2000. Et nous avons, ou grâce à moi, il ne le dit pas comme ça, mais les gens le disent pour lui, Poutine, c'est la stabilité, c'est lui qui nous a apporté la stabilité. C'est un lieu commun, c'est une évidence. Et donc c'est une évidence profondément intégrée chez la plupart des Russes, qu'ils soient d'ailleurs pro ou anti-Poutine. Hein, ils reconnaissent parfaitement que Poutine a réinstauré, a reconstruit une espèce de stabilité. Enfin, même pas une espèce, une réelle stabilité, et sur laquelle je reviendrai. Donc, la généalogie du poutinisme, c'est une réaction contre cette période de flou, cette période ces processus intérieurs que les gens ressentent. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi un autre aspect dont je n'ai pas encore parlé, qui est le rapport à l'Occident et la politique extérieure. Et ça, je pense qu'effectivement, on comprend mal le poutinisme si on ne comprend pas que c'est à la fois une réaction contre une situation intérieure de chaos et qui se greffe sur un sentiment de grande déception par rapport à l'Occident. Alors moi, j'aime pas beaucoup, beaucoup de commentateurs et de collègues emploient le terme d'humiliation de la Russie par l'Occident. J'aime pas beaucoup ce terme parce que je pense que j'aime pas beaucoup psychologiser les relations internationales. Et d'autre part, je pense pas que ce soit une question d'humiliation, je pense pas que ce soit une question... je pense pas que du côté occidental, il y ait même une volonté d'humilier la Russie. On a une stratégie, on la met en œuvre. Tout simplement, les Russes n'ont pas perçu cette stratégie, ou plus exactement, n'ont pas voulu la voir. Il y a une espèce d'aveuglement russe sur la stratégie occidentale dans les années 90. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a plus d'Union soviétique, donc il n'y a plus de guerre froide, il n'y a plus de pacte de Varsovie, etc. Donc, logiquement, on pourrait dire il n'y a plus besoin de l'OTAN, puisque l'OTAN a été créée en 1949 essentiellement pour contrer ou pour faire face à la menace soviétique. Donc à partir du moment où l'Union soviétique elle-même n'existe plus, certes la Russie reste un État nucléaire, elle a toujours encore ses arsenaux, etc., mais est-ce qu'elle représente une menace? Théoriquement non. Donc puisqu'il n'y a plus de menace soviétique, est-ce qu'on ne pourrait pas reconfigurer l'architecture de sécurité européenne autrement, c'est-à-dire en associant la Russie, les pays occidentaux, les anciens pays satellites, dans un nouveau pacte, disons, trans-est, un pacte qui associe les États et qui dépasse complètement les anciens clivages Est contre Ouest ou Ouest contre Est. Alors, vous le savez, ça ne s'est pas passé comme ça, l'histoire en a décidé autrement, enfin, c'est pas l'histoire quand même décidé autrement, c'est Washington, en fait. Hein, bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'OTAN, non seulement n'a pas disparu, mais elle s'est renforcée, elle s'est étendue à l'Est, elle s'est étendue jusqu'aux frontières de la Russie assez rapidement, puisque les trois ex-républiques baltes, États baltes, sont devenus membres de l'OTAN en 2004. Et donc, la Russie est restée une menace d'abord non traitée comme telle, c'est-à-dire dans les années 90, l'OTAN se renforçait, s'étendait, amorçait une réelle transformation interne. Je pense que vous avez déjà eu des conférences là-dessus, Olivier Zajac, tout ça, vous connaissez ça par cœur, mais l'OTAN est devenue, amorcer une mue, puisqu'elle s'est globalisée en quelque sorte, et elle dit voilà, nous n'avons plus des fonctions essentiellement de défense, militaire, mais aussi de sécuritaire au sens large. Donc on a étendu la gamme, et disons que la notion de menace n'a jamais été dite clairement avant, je dirais, le tournant des années 2000. C'est-à-dire que la menace russe n'existait pas, elle existait sans exister. Maintenant on en parle. Et comment? On va y revenir, c'est tous les jours dans la presse. Mais à l'époque, la Russie restait une sorte d'ancien ennemi
qui était en voie de se transformer en ami, mais qui n'était pas encore tout à fait ami. Parce qu'elle n'avait pas fini sa transformation. Alors qu'est-ce qu'on attendait? On attendait que la Russie finisse sa transition vers la démocratie et le marché, bon, qui était en cours. Et que disaient les dirigeants russes à l'époque, Boris Yeltsin, etc. Nous sommes en transition. Oui, oui, nous avons adopté une constitution de type occidental en 93. Nous avons fait des réformes économiques. Oui, oui, nous avançons, nous avançons, nous avançons dans cette voie. Et il n'y a plus d'inimitié avec l'Occident. Clinton comment il s'appelle, enfin Yeltsin et Clinton se congratulent sur le perron de la Maison Blanche en s'embrassant et en rigolant. C'est-à-dire le cliché de 94, on les voit appliquer des fous rires tous les deux. Donc il y avait une certaine complicité, etc. Bref. Donc, il y a cette espèce d'état, encore une fois, très flottant de la Russie. Tout flottait en Russie dans les années 90. Simplement, il n'y a pas que les présidents, il n'y a pas que les ministres, il y a aussi des diplomates, et il y a aussi des gens qui travaillent à la sécurité du pays, le renseignement, des experts, etc., et qui disons, font état de leur opposition à cette situation, en Russie même, et pour lesquels cette stratégie occidentale noie le poisson et endort le peuple. Et qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que on dit, voilà, la Russie va être à terme associée à l'Occident, en fait, va devenir une sorte de... Pourquoi pas d'ailleurs membre de l'OTAN? Ça a été d'ailleurs dit à plusieurs reprises à la fin des années 90. Plusieurs responsables même de l'OTAN parlaient de l'adhésion à terme de la Russie. C'était envisageable. Elle allait donc se ranger du côté occidental, devenir un membre du, disons, bloc occidental. Et donc, c'était comme ça en filigrane. Or, qu'est-ce qui se passe dans certains courants de l'administration en Russie, de l'État fédéral, du ministère des Affaires étrangères, des organes de renseignement, c'est que ce discours ne prend pas. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas. Et je pense qu'il y a là, je ne veux pas faire un cours de théorie politique, mais je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement, il faut vraiment comprendre fondamentalement, c'est que tout ce discours sur la transition démocratique, qui était un discours occidental, essentiellement, il repose sur un cliché qui pourrait être décrit de la manière suivante. À partir du moment où un État, quel qu'il soit, adopte des normes démocratiques, respecte les valeurs libérales, etc., et se range, on va dire, idéologiquement de ce côté-là, il va devenir un allié et il va s'aligner sur les autres démocraties. Et donc, si un État est une démocratie, ça c'est Fukuyama et c'est tous ces penseurs américains, pour lesquels si un pays se démocratise, s'il y a un système démocratique, eh bien, il va abandonner l'inimitié, il ne sera plus un ennemi, et il va fatalement se ranger du côté occidental, et il n'y aura plus de conflit armé, ou même de conflit avec lui. Ça, c'est une pensée libérale du conflit qui est totalement étrangère, enfin, qui n'existe pas en Russie, qui n'a pas de fondement ni historique ni culturel. En Russie, on reste, enfin, les géostratèges, on peut appeler comme ça, les gens qui réfléchissent aux relations internationales, à la politique extérieure, traditionnellement, ne croient pas du tout à ça. Enfin, c'est une lubie complète, c'est un réalisme tout à fait clair. Et très rapidement, ce discours occidental et même ce discours officiel russe sur la transition vers la démocratie va ne plus être perçu comme autre chose qu'un discours lénifiant. Et très vite, on va voir que les Occidentaux, en fait, en encourageant cette transition démocratique et cette transition vers le marché ne font que prendre pied en Russie et essayer non seulement de la convertir à son modèle, mais de l'affaiblir. Et on a conscience en Russie que le rapport de force existe encore. En dépit des propos lénifiants des uns et des autres sur « nous sommes amis, maintenant c'est fini, la guerre froide est terminée », etc., on sent bien quelque part qu'il y a encore un rapport de force. De toute façon, il y en a un. D'abord, il y a des armes nucléaires qui sont braquées d'un côté comme de l'autre, l'un sur l'autre. Donc ça, c'est un phénomène objectif. Ensuite, je pense que côté russe, on ne conçoit pas des relations internationales, un monde sans conflit. C'est simplement aussi simple que ça. Et sans rapport de force. Et on ne croit pas à toutes ces
modèle abstrait de paix éternelle et je ne sais pas quoi. Bon. Et donc ça crée, si vous voulez, c'est vraiment la toile de fond politique et théorique du malentendu et de l'incompréhension entre Russes et Occidentaux de ce point de vue-là. Les Occidentaux, dans les années 90, pensent que la Russie est faible et que donc, bon, elle n'a qu'un seul choix, tout simplement d'accepter tout ce qu'on lui dicte, plus ou moins, puisque de toute façon c'est comme ça qu'elle trouvera de l'argent pour financer ses réformes et se redresser. En Russie, de plus en plus, cette idée d'occidental de convertir la Russie à la démocratie et au marché est perçue comme un discours parfaitement hypocrite et on perçoit les Occidentaux comme se masquant derrière des vertus et des valeurs pour mieux faire avancer leurs intérêts. Et alors il y a il y a deux événements qui vont fortement faire se cristalliser. C'est une réaction russe à cette hégémonie occidentale. C'est-à-dire, en fait, on comprend que la fin de la guerre froide, on comprend tardivement en Russie qu'on a perdu la guerre froide, en ces termes. C'est-à-dire, oui, c'était une guerre, il y avait un rapport de force, nous l'avons perdu. Et si nous l'avons perdu, nous sommes aussi quelque part responsables de cette... bon. Ça, pour que ça vienne, je dirais, en pleine conscience, il faut attendre une dizaine d'années. C'est-à-dire, c'est pas pleinement... Enfin, je dirais, c'est pas formulé comme ça au début des années 90, ça allait à la fin. Et il y a un événement, je dirais, majeur qui a déclenché cette prise de conscience de l'hégémonie occidentale et que la Russie n'avait finalement que comme choix de se soumettre à ça ou d'inventer une espèce de réaction. C'est l'intervention de l'OTAN au Kosovo, en Serbie, en 1999, qui a joué un rôle important, extrêmement important. Moi, je me souviens très bien, à l'époque, j'étais à Moscou. C'était une période 99 où je travaillais à l'intérieur de l'université de Moscou, qui est la grande université d'État sur les monts des oiseaux, là, le beau gratte-ciel de l'époque stalinienne. Les étudiants faisaient des tas d'activités, mais il n'y avait pas une mobilisation politique terrible. Et puis là, tout d'un coup, j'ai vu apparaître, donc en avril 1999, c'était il y a exactement presque 19 ans, une mobilisation assez forte, parce que cette campagne militaire de l'OTAN contre la Yougoslavie de Milosevic, en hors mandat de l'ONU, je rappelle, donc on avait avancé cet argument de la guerre humanitaire. On fait une guerre, alors elle est illégale cette guerre, parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation à l'ONU, de toute façon l'ONU ne la donnerait pas, parce que la Russie justement se serait opposée par un veto au Conseil de sécurité, mais c'est une guerre juste, donc on l'a fait quand même. Il faut à tout prix anéantir la capacité de nuisance de ce Milosevic et de sa Serbie. Bon. Vous vous souvenez, on a prétexté un début de génocide kosovar qui n'était pas un début de génocide, etc., etc. Eh bien, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, c'est à quel point, en Russie, ces bombes qui étaient lancées sur Belgrade ont été reçues comme lancées sur Moscou, quelque part. Je me souviens même d'un t-shirt que les étudiants du MGU avaient fabriqué, avec marqué « Aujourd'hui Belgrade, demain la Russie », ou demain Moscou, je crois. Hein. Bon. Donc ils s'identifiaient complètement à ces jeunes il y avait à l'époque en Belgrade une campagne pendant les bombardements, des gens qui avaient fabriqué des t-shirts avec une cible pour dire « Voilà, je suis une cible ». Et ça a d'ailleurs déclenché des manifestations devant l'ambassade américaine, ce qui n'était pas vu depuis l'époque soviétique, hein, depuis le Vietnam, où on faisait défiler les gens un peu, comment dire, de manière un peu officielle contre l'impérialisme américain en Vietnam. Là, c'était pas du tout officiel, c'était très spontané. Et ça a été une vraie prise de conscience et un vrai révélateur, je dirais, une vraie signe d'une réaction, c'est-à-dire une réaction profonde. Donc, a joué aussi un rôle dans cette prise de conscience et réaction un ministre des Affaires étrangères qui a joué, qui est pour moi un peu en quelque sorte le géniteur, si on peut dire, du poutinisme. C'est pas son géniteur politique ni bien sûr biologique, mais quelque part l'affiliation est là. C'est Yevgeny Primakov qui était donc ministre des Affaires étrangères de 96 à 98, et puis Premier ministre 98-99.
et qui a été le ministre des Affaires étrangères. Vous vous souvenez, vous êtes jeune pour vous souvenir de ça, vous n'en souvenez pas, vous le savez, mais je le rappelle, au moment où il se rendait à Washington en 99, en mai 99, dans le cadre des négociations, enfin de la concertation russo-américaine sur la crise en Yougoslavie, apprenant que l'OTAN avait déclenché ses frappes, il était dans l'avion entre Moscou et New York, l'avion a fait demi-tour et il est rentré à Moscou. C'était un geste très fort et très symbolique et qui marque, je dirais, vraiment le début d'entrer dans une nouvelle ère, qui est celle d'une Russie qui va donc essayer de retrouver sa propre voie, VOIE, VOIX, au sens où on va prendre conscience que finalement l'alignement sur l'Occident est synonyme d'affaiblissement interne et d'affaiblissement extérieur. C'est ça la jeunesse du poutinisme. L'ailleurs Poutine, là-dedans, il n'a pas grand-chose à voir. Il n'existe pas, je dirais. La jeunesse du poutinisme, elle se fait sans Poutine. Et Poutine arrive. Et Poutine arrive de manière parfaitement fortuite. Personne ne l'attendait, personne ne croyait que d'un coup, quelqu'un comme ça allait sortir du chapeau de la famille Yeltsin. Donc cet entourage de Yeltsin, qui était d'abord sa fille, Tatiana Litchenko, qui était à l'époque la principale conseillère. Bon, Yeltsin, en 99, alternait des périodes d'hospitalisation, de convalescence et de rares présences au bureau. Je me rappelle de reportages où quand il sortait de l'hôpital, on le montrait au Kremlin et enfin, en russe, c'est très drôle. Il disait voilà, aujourd'hui, le président Boris Yeltsin a работал с документами, comme dire, il a travaillé avec des documents. Hein, donc c'est un peu qu'il a vraiment été au bureau, quoi. Voilà. Mais on voyait bien que le pauvre Yeltsin était malade, était très très affaibli, et donc une opération de succession va être organisée. L'année 99 en Russie, c'est une année passionnante parce que c'est une année de crise intense, à la fois sur le plan interne et sur le plan international. Et c'est la crise pour la succession, tout simplement. On sait qu'Yeltsin ne se représentera pas en 2000 et qu'il va y avoir une succession à organiser. Et là, il y a deux camps qui se mettent en place. Le camp Primakov, justement, Primakov et le maire de Moscou, qui s'appelle Louchkov, qui ont entrepris de rassembler derrière eux l'ensemble des barons régionaux et de tous les patrons des régions et d'une grande partie de l'élite fédérale, derrière l'idée d'une réaction, remettre de l'ordre dans le fédéralisme, je vais y venir, et reconstruire l'État, etc., et se débarrasser de la famille Yeltsin, corrompue, etc. On est dans une affaire de corruption très importante qui touche la famille Yeltsin et ce qui est rendu public en 99, la fameuse affaire Mabetex, bref. Et puis donc, la famille Yeltsin prend peur et se dit... si on ne fait pas quelque chose, on sera en prison l'année prochaine. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est bon. Alors, on va aller chercher Vladimir Poutine, qui est au départ quelqu'un de parfaitement, je dirais, discret, pour ne pas dire insignifiant, qui dirige le FSB, donc le successeur du KGB, la sécurité d'État, qui est quelqu'un d'assez modeste, d'assez discret, qui était à Saint-Pétersbourg, aux côtés du maire Sobchak, et puis ensuite est monté à Moscou en 1996 dans l'administration fédérale, mais, dit-on, a rendu beaucoup de services, est fiable, c'est quelqu'un d'organisé, et donc on va le lancer politiquement en août 1999, il devient Premier ministre, et puis très rapidement, cette fusée Poutine prend, et ça marche très bien. L'image colle, il y a une opération de com qui est montée autour de lui, mais il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Il apparaît comme un homme aux antipodes de Boris Yeltsin, à tout point de vue, physique, mental. Il parle bien, on comprend bien ce qu'il dit, il est parfaitement clair, il a l'air d'avoir un rapport plus détendu avec la bouteille que Boris Yeltsin. Et puis surtout, il a l'air d'être quand même beaucoup plus en forme. Et une image décisive va jouer un rôle très important, qui va être bien mise en avant par la communication politique. C'est le 17 septembre 1999, il saute dans un avion de chasse pour aller faire la reconnaissance dans des zones où une opération antiterroriste va être menée au Daghestan, aux frontières du Daghestan et de la Tchétchénie. Il y a une photo qui est prise, et cette photo de Poutine avec son casque montant dans un avion fait le tour des rédactions, et voilà, c'est fait. C'est cette photo d'ailleurs que j'ai publiée avant Démocratie à la Russe. J'ai publié un petit truc qui est complètement épuisé, donc vous ne pouvez pas le lire, mais
Je mettrai bientôt sur mon blog en libre accès, qui s'appelle « Qui dirige la Russie ?», qui a été publié chez Ligne de Repère. Et j'avais choisi cette photo, et je voulais absolument cette photo, parce que c'était pour moi la photo décisive, la photo qui avait lancé en quelque sorte Poutine. Et Poutine va donc conquérir, devenir président de manière totalement fortuite. Et le clan Primakov-Louchkov, qui avait entrepris de réunir toute l'élite derrière eux pour imposer un candidat à la présidentielle, eh bien, ce clan va finalement se ranger derrière Poutine, très très vite. Donc on va avoir derrière Poutine, dès 2000, dès sa première année au pouvoir, une presque totale consensus des élites autour de lui et allégeance des élites à sa personne. Il faut dire que le tandem Primakov-Louchkov avait un problème sérieux, c'était que c'était un tandem. Et un tandem, il y a deux personnes. Alors, qui allait être président des deux? Voilà. Primakov ne voulait pas parce qu'il se jugeait trop vieux. Louchkov le voulait, mais on savait qu'il ne serait jamais élu parce qu'il était trop impopulaire. Donc c'était un problème, ils n'avaient pas de candidat. Or Poutine apparaissait comme une sorte de personne venue un peu de nulle part, et il a réussi et il est élu. Et c'est à partir de ce moment-là que Poutine, j'espère que je suis clair, interrompez-moi, Poutine se greffe sur ce mouvement de réaction qui va devenir le poutinisme, en fait. Poutine va donner un nom au poutinisme, mais le poutinisme existe déjà avant. C'est-à-dire il va donner un nom à un système politique et à une dynamique plutôt qu'un système qui a, je dirais, trois grandes branches. Le poutinisme repose sur trois piliers. Premier pilier, je reprends l'expression de Poutine lui-même, qui va lancer en mai 2000, dès son arrivée au pouvoir, la verticale du pouvoir. Rétablir la verticale du pouvoir, c'est-à-dire reprendre en main l'État, les institutions, et reconstruire une chaîne de commandement qui fonctionne. Ça, c'est le premier pilier, je vais y venir. Si on regarde le travail effectué en 18 ans à la tête de l'État, alors soit comme président de 2000 à 2008, et puis depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, soit comme Premier ministre entre 2008 et 2012, vous vous rappelez que Poutine a été d'abord président, ensuite il est devenu Premier ministre, après il est revenu président, bref. Et Medvedev, lui, était président, puis ensuite Premier ministre. Bon, c'est un peu, comment dire, des chaises musicales. Il n'y a pas beaucoup d'alternance, il n'y en a même pas du tout, on y reviendra là-dessus. C'est d'ailleurs un problème essentiel de ce système. Mais bon, cette verticale du pouvoir, elle a été rétablie. Elle a été rétablie assez vite et assez bien. Mais il ne faudrait pas en déduire que maintenant, le système russe est un système ultra-dictatorial, autoritaire, où on appuie sur un bouton, Poutine appuie sur un bouton et hop, les ordres sont exécutés. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Et Poutine a un leadership qui paraît de l'extérieur extrêmement militarisé, si j'ose dire, dans sa forme. C'est-à-dire une espèce d'allure et de communication très austère, où effectivement, ça laisse à penser que son mode de gouvernement est un mode de gouvernement extrêmement hiérarchique. C'est pas du tout le cas. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne un peu comme ça, mais très peu. Poutine est quelqu'un d'assez informel, qui gouverne dans l'informel, avec des rapports informels et personnels avec des gens particuliers, et pas de manière institutionnelle. Mais la verticale du pouvoir fonctionne, et j'y reviendrai parce que c'est intéressant de voir comment la Russie à l'intérieur fonctionne. Et il ne faudrait pas confondre verticale du pouvoir avec ces espèces d'ordre du parti qui existait. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus différencié. La verticale du pouvoir, c'est le premier pilier du poutinisme, et c'est un pilier solide, et c'est un pilier, je dirais, qui est central à la fois politiquement, mais aussi du point de vue de la société. C'est-à-dire que c'est aussi... la société russe soutient dans sa grande majorité cette stabilité de l'État, cette reconquête d'une stabilité de l'État qui paraît comme un rempart contre des ennemis à la fois externes et internes. Donc premier pilier, vertical du pouvoir. Deuxième pilier, la fabrication d'un consensus majoritaire autour du pouvoir. Et donc là, on va voir que là aussi ça a bien marché, il y a plusieurs instruments. Il y a Poutine lui-même, la personne de Poutine, son leadership charismatique, je vais y revenir. Aujourd'hui charismatique, mais qui n'était pas du tout charismatique au départ. Un parti qui s'appelle le Parti Russie Unie. Et puis toutes sortes d'autres formes qui font que ce poutinisme reste aujourd'hui, après 18 ans, une force
qui emporte un consensus majoritaire. Consensus ne veut pas dire acceptation de tout, et on peut parfaitement concilier un consensus avec l'opposition. Et même un mécontentement fort qui peut s'exprimer. J'y reviendrai. C'est très paradoxal, mais il faut bien comprendre que, effectivement, on est dans un système qui n'est pas un bloc monolithique. Et le troisième pilier, ça a été l'invention de ce que j'appelle un néo-étatisme à la russe, donc une politique économique et sociale fondée sur un retour de l'État et le contrôle de l'État de certains secteurs, la mise sous tutelle d'un certain nombre d'autres, le contrôle de la nomination de certains patrons, ou plus exactement aussi le contrôle des patrons et de leurs paroles. J'y reviendrai. Et ça, ce système, je dirais, est peut-être ce pilier, ce néo-étatisme poutinien, est peut-être le plus fragile des trois, et celui qui, justement, doit être le plus questionné. Alors, je reviens sur chacun des trois piliers, pour vous donner quelques... je ne sais pas quelle heure il est, j'ai encore du temps, enfin, un petit peu. En donnant quelques exemples concrets, il est 8 heures, encore un quart d'heure, un petit quart d'heure, voilà. Alors sur la verticale du pouvoir, sur cette reprise en main du contrôle de l'État, alors tout d'abord, premier point, le renforcement de l'État a été présenté comme une nécessité du fait de la peur d'un éclatement de la Russie, d'un danger de l'éclatement de la Russie et de l'éclatement de l'État russe. Ça, c'est une grande source d'incompréhension entre la Russie et l'Occident. Souvent en Occident, alors vous avez plusieurs think tanks américains, donc le champion de ça, c'est la Brookings, qui est vraiment le truc le plus libéralo, anti-Poutine, etc., qui parle, une experte de la Brookings disait, ah, voilà, ils nous ressortent le danger de l'éclatement de la Russie, c'est vraiment la paranoïa la plus absolue des Russes. Bon. Alors, est-ce que c'est une paranoïa? Pas du tout. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans un pays qui a déjà éclaté il n'y a pas si longtemps, l'URSS. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est très proche. Donc, l'idée que l'État va s'effondrer, que la Russie va s'éclater en mille morceaux, qu'il va y avoir des guerres civiles au Nord-Caucase, qu'il va y avoir, je ne sais pas, l'Oural qui va demander son indépendance, tout ça, ça paraît de la science-fiction pour nous. En Russie, ce n'est pas de la science-fiction. Ça peut arriver. C'est un scénario complètement envisageable. Et donc, du point de vue occidental, c'est très critiqué. Mais du point de vue russe, c'est très valorisé. Et donc, je dirais, le poutinisme, c'est vraiment la défense de l'unité de la Russie. Auquel point ce mot d'unité est très important. C'est le premier mot qui a été choisi pour définir... Quand il s'est agi de créer un parti pour Poutine en 99, en octobre 99, il fallait fabriquer un parti politique pour les élections législatives qui avaient lieu 6 semaines après. Bon, on a fabriqué ça en 5 minutes, et on lui a donné un nom, et ça a été Yedinaya Rossiya. Enfin, ça a été d'abord Yedinstvo, ça veut dire unité. Bon. Et après, ça s'est appelé la Russie unie. Unité, c'est pas un hasard. C'est pas, à mon avis, le choix de ce terme n'est pas un hasard. C'est-à-dire que c'était vraiment... l'impératif catégorique des élites politiques russes à l'époque, c'était de conserver l'unité. Alors, qu'est-ce qui menaçait cette unité? Essentiellement deux choses. Le séparatisme et le terrorisme qui se développaient dans certaines régions, notamment dans le Nord-Caucase, notamment en Tchétchénie, au Daghestan. Et donc, le poutinisme a démarré, si j'ose dire, aussi avec le poutinisme en action, c'est-à-dire l'arrivée de Poutine au pouvoir, par une opération antiterroriste au Caucase en août-septembre 1999. On peut y revenir parce que on n'a pas d'archives, donc pour l'instant tout est source ouverte. Donc il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, notamment sur un attentat à Moscou que certains journalistes et experts russes très anti-Poutine considèrent comme ayant été fabriqué par le FSB lui-même pour faire remonter l'aura de Poutine. Ça, c'est dans un film très connu, vous pouvez aller voir. Bon, toujours est-il que le sentiment d'une grande fragilité de l'État et d'un éclatement possible, d'une fragilisation des frontières de l'État en tant qu'État souverain russe était très fort du fait de la présence de ce climat, de cette menace terroriste qui, je rappelle, était très présente. Il y avait des attentats à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans les grandes villes russes, des prises d'otages, et tout ça a continué après l'arrivée de Poutine au pouvoir. Il y a eu Beslan en septembre 2003, etc. etc. Donc, si vous voulez, c'est quand même une société, la société russe, qui a été très touchée
directement par ce phénomène terroriste et séparatiste. Mais il y avait une autre, je dirais, raison. C'est pas que le terrorisme n'est pas important, hein, je ne le dis pas. Mais de fond, qui était justement la structure de l'État lui-même. C'est-à-dire qu'on est dans un pays fédéral, avec des régions, des territoires, des républiques, qui avaient gagné, dans les années 90, une grande autonomie. Au point que ces régions, républiques, s'étaient mis à négocier avec le Kremlin des accords bilatéraux sur le partage des compétences. C'est-à-dire que le président du Tatarstan avait imposé un traité entre le Tatarstan et Moscou pour partager les compétences entre la République du Tatarstan et Moscou. Et comme ça, il y en avait une cinquantaine. Ce qui fait qu'en réalité, on avait un système politique complètement fragmenté où l'État central négociait avec chacune des régions l'étendue de son pouvoir. Donc ça avait considérablement affaibli l'État fédéral, les structures. Prenons un exemple très simple, les impôts, le prélèvement des impôts. Donc si vous étiez dans la région de Perm, par exemple, eh bien, on savait que 30% des impôts prélevés dans la région restaient dans la région, 70% étaient reversés à l'État fédéral. Et puis si vous étiez à côté, dans la région, la République de Tchouvachi, c'est exactement l'inverse. La République, c'était adjugé 70%, et puis l'État fédéral, sur 30%. Enfin bon. On était dans un désordre étatique, juridique total. Et justement, le rétablissement de la verticale du pouvoir, ça a été ça. Ça a été d'imposer une certaine verticalité dans le fédéralisme, un certain ordre juridique cohérent sur l'ensemble du territoire. Et donc, ça a bien fonctionné. Mais il ne faudrait pas en conclure que les relations différentielles avec certaines régions se sont achevées. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui encore, on le voit dans la manière dont Poutine, président, gère les questions d'élite régionale, de gouverneurs. C'est une question essentielle en Russie, de qui va gouverner quelle région, comment, etc. Là, en ce moment, on est dans une phase très intéressante de renouvellement des générations et donc de mise sous pilotage de nouveaux qui sont testés. Donc les gouverneurs sont élus au suffrage universel, mais en fait, lorsqu'ils sont révoqués, on peut en nommer en attendant la fin du mandat, ce qui permet en fait au président de se débarrasser des vieux. Là, il y en a un qui va sauter bientôt, c'est le gouverneur de Kemerovo, à Mantoulé. Ça, c'est clair qu'il va y passer, c'est imminent, avec l'incendie et la réaction surtout après l'incendie et le comportement absolument odieux des autorités locales, qui ont vraiment... je ne sais pas si vous avez regardé tout ça à la télévision, c'est absolument terrible, enfin, de voir les gens se faire insulter par un vice-gouverneur, etc. Donc ça, il va y passer. Mais comme il était élu il y a 2 ans, et que le mandat est de 5 ans, pendant 3 ans, le président peut nommer quelqu'un en attendant. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'aujourd'hui, depuis 3-4 ans, il y a une espèce de turnover et de politique de mise en orbite de nouveaux candidats et de nouvelles générations, où on voit apparaître un nouveau profil, beaucoup plus technocratique, beaucoup plus managérial et beaucoup moins politique. Et donc, ce qui veut dire que ces profils font l'objet d'études très poussées. Et au Kremlin, l'administration présidentielle gère ces questions de cadre avec beaucoup d'attention et gère les questions fédérales aussi avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire que, regardez la Tchétchénie aujourd'hui, la République de Tchétchénie, bon, gouvernée par Ramzan Kadyrov, on peut y revenir aussi si ça vous intéresse, qui est un personnage que je qualifierais de haut en couleur, pour être, comment dire, poli. Il est évident que si vous regardez le système juridique de la Tchétchénie, le droit applicable, etc., il est parfaitement dérogatoire, il est complètement contraire au droit fédéral. Bon, mais néanmoins, la Tchétchénie fait partie de la fédération aussi, ce qui montre bien, si vous voulez, que cette verticale du pouvoir s'accommode aussi de traitements différentiels et d'une certaine souplesse dans la gestion. L'important, c'est de garder la main. Troisième point dans la verticale du pouvoir, c'est les gens qui sont autour de lui. C'est ce que j'ai appelé dans une étude que j'ai fait paraître récemment, la garde prétorienne de Poutine, c'est-à-dire les gens qui l'entourent depuis maintenant presque 20 ans. Ce que j'appelle aussi... alors il y a la garde prétorienne dans l'État, mais il y a aussi une garde prétorienne qui déborde dans l'économie et dans les grands secteurs de l'économie, ce que j'appelle corpocratura. Alors la principale limite de ce système, c'est qu'il repose sur des liens personnels entre Poutine et ses hommes, entre des réseaux anciens tissés de liens personnels
qui fonctionne de manière très informelle. Quid d'un système de solidarité, enfin d'un système de ce type, une fois que celui qui est au centre et qui est le noyau de la solidarité du groupe aura quitté la fonction de président et sera hors du pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce groupe est pérenne? Et donc du coup, est-ce que cette politique de verticale du pouvoir a une pérennité en dehors de Poutine? Je pense que oui. Je suis beaucoup plus sceptique pour les deux piliers suivants du poutinisme. Je pense que le premier pilier est bien installé. Je pense que le second et le troisième le sont moins. Le second, c'est quoi? Je vous ai dit, le second pilier du poutinisme, c'est qu'on a fabriqué un consensus majoritaire autour du pouvoir, et donc autour de Poutine. Alors là, il y a je dirais, trois éléments qui construisent ce consensus. C'est d'abord l'avènement d'un leadership charismatique de Poutine. Bon, on voit aujourd'hui que c'est l'apogée, il était réélu triomphalement, officiellement avec 76,6% des voix, bon, en réalité sans doute avec 71%. Bon, enfin, l'élection ne fait pas de doute, il n'y avait pas vraiment d'opposition, et en tant que chef d'État, il est totalement incontesté, et je dirais même relativement incontestable. Le consensus peuple-élite, par contre, ne l'est pas. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir en Russie, particulièrement aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable popularité de Poutine qui existe, qui est une réalité, sur fond de très grand scepticisme à l'égard des gouvernants en général. Alors vous avez Poutine est populaire, mais les élites ne le sont pas en général. Elles sont considérées comme corrompues, clientélistes, favorisant leurs enfants, etc., avec ce phénomène que j'appelle dynastique, et qu'on appelle en Russie les majors. Les majors, c'est les fils et les filles à papa qui sont nommés systématiquement dans les postes. Je suis le fils de la maire de Saint-Pétersbourg et, comme par hasard, je dirige une compagnie d'assurance à 24 ans, etc. Enfin, ce genre de truc. Ça, c'est très, 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 très répandu et c'est partout dans tous les secteurs. Et ça fait partie du mécontentement, en particulier des jeunes. Ils sont exaspérés par ce système. Et je les comprends, parce que moi je le serais aussi. Cette espèce de népotisme sans limite. Alors, le leadership charismatique de Poutine est à peu près incontestable et incontesté. Certes, bon, ça, maintenant, on peut, je dirais deux choses. Un, Poutine en 2000 n'est pas de Poutine en 2018. C'est une des choses les plus passionnantes à étudier. C'est comment... Alors là, on a un cas d'école de sciences politiques. Comment un leadership charismatique se fabrique, se développe à travers 20 ans de pratique de la parole publique, de l'apparition publique. Il y a un champ de recherche énorme. D'ailleurs, moi-même, j'ai essayé de pousser des doctorants à aller dans ce sens-là, ceux qui ont fait un peu de communication politique. Il y a vraiment quelque chose à comprendre dans la manière dont tout ça est arrivé. Alors évidemment, et l'histoire ne suffit pas. Je dirais qu'il faut comparer, il faut faire un peu de comparatisme, voir avec d'autres leaders. Mais c'est vrai qu'on regardez une intervention publique de Poutine en 2001-2002, regardez-le aujourd'hui et vous n'avez pas le même homme, du tout. Ni dans l'apparence, ni... il a vieilli certes, mais enfin pas seulement, il y a aussi une manière de se présenter, ni dans le discours qui a lui-même s'est fortement structuré et il s'est également affiné, simplifié. Et lorsque aussi les apparitions publiques, maintenant il va dans la... au début il sortait jamais, où il avait assez peur du peuple, on va dire, mais maintenant il est... Là, le dernier exemple, à Kemerovo, il s'est précipité au moment de l'élection sur le lieu de la catastrophe et a fait un bain de foule. Bon. Alors ce leadership charismatique, ça existe. Bon, là encore se pose la question, et après, hein, une fois qu'il ne sera plus là, quid? Deuxième élément de ce consensus, c'est le patriotisme. Et ça, c'est vraiment un élément très fort du consensus entre le peuple et les élites, c'est-à-dire qu'il y a, disons, les élites en général font mine d'être patriotes, on va dire ça comme ça, pour plaire au peuple. Et dans la population, il y a un fort patriotisme. Alors, ce qui tranche totalement avec la France, par exemple. Souvent, entre étudiants français et russes, il y a un petit dialogue de sourds de ce point de vue-là. Mais comment les Français, mais comment vous... Enfin, qu'est-ce que c'est que ce patriotisme? C'est à notre âge, vous êtes complètement ringard, etc. Et côté russe, c'est plutôt, mais comment, avec un si beau pays, vous pouvez être aussi peu fier de lui? Bon. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants russes qui viennent, on a des doubles diplômes, etc. Donc, je vois beaucoup circuler
en milieu étudiant, des relations franco-russes, si vous voulez, au quotidien, comme ça, et parfois même dans les cours, ça survient. Et justement, à propos d'un phénomène qui a pris de l'ampleur à partir de 2014, dans la foulée du fameux, ce qu'on appelle en russe, le printemps russe, ou Krymskaya Vesna, c'est-à-dire le printemps criméen, donc suite à l'annexion puis l'incorporation de la Crimée dans la Russie. Donc on a vu se développer le 9 mai les fameux régiments immortels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces régiments immortels. Ce sont des manifestations de masse le 9 mai, jour de la victoire, donc la véritable fête nationale en Russie, la victoire de 1945, donc qui est fêtée le 9 mai parce que l'armistice a été signé séparément, le 8 mai avec les alliés occidentaux, le 9 avec les soviétiques. Et donc le 9 mai, c'était le jour traditionnel des défilés sur la place Route, des parades militaires, les avions de chasse, les petits quantis. On lui a donné un aspect beaucoup plus civique et beaucoup plus moderne récemment, avec ces régiments immortels. L'idée, elle est simple, vous avez un ancêtre, vous avez grand-père, grand-oncle, arrière-grand-père, ou même voisin, peu importe. Vous connaissez, qui est mort à la guerre, victime civile ou victime militaire, ou une grand-mère d'ailleurs. Eh bien, vous allez sur Internet, vous recherchez des photos, maintenant il y a des archives en ligne, etc. Puis vous faites un portrait en A4 ou plus si vous avez une belle imprimante. Vous collez ça sur un bout de carton ou une planche, vous faites une petite pancarte, puis vous défilez avec le 9 mai. Et chacun défile avec son ancêtre. Et on descend dans la rue. C'est tout. On descend. Et ça a marché, si j'ose dire, énormément. C'est très, très mobilisateur. Des millions de personnes sont descendues dans la rue. Et ça, c'est vraiment une espèce de patriotisme civique spontané, encadré par une ONG qui s'est fondée, enfin bref, qui montre à quel point cette idée patriotique n'est pas un nationalisme agressif ou de type extrême droite ou je sais pas quoi. C'est un véritable patriotisme qui repose non pas tant sur l'identité russe que sur l'identité soviétique et plus exactement le peuple victorieux contre ce qu'on appelle dans le jargon, dans l'historiographie soviétique, le fascisme, c'est-à-dire les nazis, l'Allemagne nazie, etc. Ça s'appelle quand même le fascisme en Russie. Hein. Donc cette victoire contre l'Allemagne nazie, le statut de vainqueur de l'URSS, c'est une grande fierté pour le peuple russe parce qu'il considère, et d'ailleurs à juste titre, y avoir fait un sacrifice énorme de sang, 25 millions de morts. Donc tout ce socle patriotique fonctionne très bien. Alors j'en discutais avec un ami un ami russe qui travaille auprès de l'administration présidentielle. Il y a des gens sympas qui travaillent à l'administration présidentielle et qui me disait, je connais depuis très longtemps, et qui me disait, tu sais, tout ça c'est bien joli, les régiments immortels, etc. Parce que je lui demandais, est-ce que tu penses que j'étais en train d'écrire un article et j'avançais cette notion que j'appelle le patriotisme, le prétorianisme civique. Bon, bref. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses, cette notion? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? On me dit, je ne sais pas, je vais réfléchir. Et en parlant de ça, il me disait, tu sais, les régiments immortels, ça c'est bien joli, mais en réalité, aujourd'hui, nous, on a vraiment il n'y a pas d'idée neuve en Russie, il n'y a pas de, comment dire, on vit trop dans le passé. Voilà. Et la question de savoir comment pérenniser ce patriotisme, ou pérenniser cet esprit de réaction, finalement, je dirais, cette idée que la Russie ne doit pas s'aligner, par exemple, le non-alignement de la Russie sur l'Occident ou sur aucune autre puissance, cet esprit de résistance, en quelque sorte. Comment le pérenniser? Finalement, on s'appuie sur le passé, mais on n'a pas vraiment d'idée pour l'avenir. Alors je livre ça, je trouve ça intéressant parce que ça vient de l'intérieur du Kremlin, donc ça montre bien qu'on se pose des questions. Et puis le troisième élément de ce pilier consensus majoritaire, c'est justement la politique extérieure russe, qui est devenue, au fil des années, un élément central de la fabrication du consensus. C'est-à-dire que c'est la politique extérieure qui soude davantage encore les gens derrière le pouvoir. Et d'ailleurs, c'était très très présent en 2018. Je ne sais pas quel était l'objectif de la campagne anti-russe qui est menée notamment à travers ces histoires de hacking, l'émission américaine, enfin tout ça qu'on connaît depuis 2 ans.
avec le dernier rebondissement en date, la scabreuse affaire Skripal. Mais si l'objectif était de faire que Poutine atteigne les 80%, mais il est presque réussi. Parce que ça n'a vraiment, vraiment consolidé le discours officiel russe et décrédibilisé toute espèce de critique en interne. Alors enfin, dernier point, un néo-étatisme à la russe, c'est-à-dire le poutinisme, c'est une reprise en main d'une certaine manière de l'économie. Alors ça commence avec, en 2002-2003, avec l'affaire Khodorkovsky, qui est une affaire connue. Un oligarque patron d'une grande firme pétrolière Yukos est arrêté, mis en détention provisoire, puis un procès va avoir lieu, enfin deux procès vont avoir lieu en 2005-2006. Cet homme va purger à peu près 10 ans dans diverses prisons et colonies pénitentiaires du pays, puis gracié, enfin pas tout à fait 10 ans, il va passer à peu près 8 ou 9 ans en prison. Alors, effectivement, c'est une affaire symboliquement importante parce qu'elle a eu un retentissement politique, et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où Mikhail Khodorkovsky a été mis en examen, puis traité par la justice, si j'ose dire, que les relations russo-occidentales, et en particulier russo-américaines, se sont dégradées. Pour moi, c'est là qu'il y a un tournant. C'est là que la Russie redevient une menace, ce qui montre bien la nature de la menace. Pourquoi ? Parce que Khodorkovsky, ce n'était pas n'importe quel oligarque, c'était d'abord la première fortune de Russie à l'époque, à la fin des années 90. C'était un homme qui avait à l'époque 34 ans, 35 ans, né en 65. Et c'est un des oligarques qui était le plus visible sur la scène internationale, et en particulier aux États-Unis. Il avait été, si j'ose dire, adopté, au bon sens du terme, par le CFR, le Council of Foreign Relations, invité sans cesse à Washington, New York, etc., dans les universités américaines, à parler de tout le mal qu'il pensait de la Russie, de tout le bien éventuellement, mais surtout de tout le bien qui consisterait à ce qui est davantage l'investissement étranger, par exemple. Et puis s'est mis à avoir une politique étrangère lui-même, étant donné qu'il était très bien reçu aux États-Unis, considéré comme un type intelligent, qu'il est d'ailleurs absolument brillant, et plein de perspectives, plein d'espoir. Enfin, je pense que c'est un personnage qui plaisait aux élites américaines, pour toutes sortes de raisons, et qui s'est mis à négocier la vente d'une partie de son entreprise Yukos, ou plus exactement la mise en société jointe, enfin en joint venture, d'une partie de sa société pour développer le marché chinois avec ExxonMobil. Donc, il y a même des sources qui disent très clairement que Tillerson lui-même a négocié avec Khodorkovsky, etc. Bon. Donc, en fait, là, ça a été le signal d'alarme pour le Kremlin. Ça a été pas question de tolérer que dans un secteur stratégique, il puisse y avoir de telles opérations, de telle importance stratégique pour le pays, sans l'accord de l'État. Bon, et je ne suis pas seul à être persuadé que c'est ce moment-là, à ce moment-là, Poutine dit, bon, maintenant, vous avez des dossiers contre lui, allez-y, allez, on lâche les chiens, si vous voulez. Hein. Bon, la justice fait son travail. Eh bien, ça a beaucoup marqué les élites occidentales. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette affaire Khodorkovsky, elle a montré que le pouvoir russe, et en particulier Poutine, n'entendait pas sous-traiter les relations extérieures avec un autre acteur que l'État. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez traiter d'affaires importantes en Russie, s'il s'agit d'acheter des parts de marché ou des gisements pétroliers ou des oléoducs, etc., il s'agit de le faire avec notre accord. Il ne s'agit pas que la Russie entre dans un marché globalisé comme ça et que tout soit vendable. L'État veut avoir le contrôle de ce qu'on appelle, enfin, de ses atouts stratégiques et de ses atouts souverains, comme on dirait en anglais. Donc, à partir de ce moment-là, c'était un signal donné très clair, je dirais, aux élites globales, en disant, bon, bah, stop. Là, vous voyez, en Russie, notre pétrole n'est pas à vendre, en tout cas, ce ne sont pas les patrons du pétrole qui décident, il faut que ça passe par l'État, et c'est comme ça dans tous les secteurs stratégiques. Et donc,
le poutinisme, ça a été le développement d'une stratégie qui consistait à mettre sous tutelle ou sous contrôle, pas forcément contrôle économique ou capitaliste, mais ça peut être un contrôle par le biais, en nommant par exemple des patrons qui soient proches du Kremlin, etc. Ce que j'appelle la corpocratura, tout un réseau par lequel l'État reste le maître des secteurs qu'il juge stratégiques. Et ça a été véritablement le début de la campagne russophobe ou anti-russe en Occident. C'est là que ça se déclenche à fond. Et donc on peut faire des... Si vous voulez, j'ai pas fait, ça pourrait se faire, on pourrait faire des analyses quantitatives avec des bases de données de presse, mais à partir de là, le flot commence et ça ne va plus s'arrêter. Donc ce néo-étatisme, il permet effectivement à la Russie de ne pas se faire déchiqueter dans la globalisation. Je pense que les Russes avaient très peur des années 90 et très peur de voir partir un certain nombre de ce qui restait en fait des biens industriels et technologiques et énergétiques. Et puis il y avait d'autres pays qui avaient vécu. Enfin, par exemple, il y a un exemple qui revient souvent dans les discussions avec des experts russes, c'est la Hongrie. Donc à l'époque, vers 2005-2006, on disait mais on ne va pas devenir comme la Hongrie. Il ne faut pas qu'on devienne comme la Hongrie. C'est quoi la Hongrie? C'est un pays complètement acheté en fait par les investisseurs allemands. Tout a été vendu ou presque à l'époque. Mais ce néo-étatisme, néanmoins, il repose aussi sur un système d'un réseau de personnes étroitement contrôlées qui ont une idéologie en commun, ou plus exactement une vision de la stratégie du pays en commun. Qu'est-ce que ça deviendra après le départ de Poutine? Et en même temps, effectivement, ce système est je dirais pas en panne, mais est en panne d'idées en tout cas. Comment par exemple la Russie n'a pas de géant global comme Facebook ou je sais pas. Elle a Gazprom, bon, certes, mais bon. Ensuite, ça fait pas rêver, comme disait mon ami de l'administration présidentielle. Et puis il y a un vrai problème de fond qui est celui de la stratégie de croissance. Comment dans un contexte où ce néo-étatisme a fini par engendrer politiquement une crise avec l'Occident, et moi je suis persuadé que c'est ça le problème, c'est pas le problème est là, c'est-à-dire que la Russie est un pays qui reste fermé à l'investissement massif que des majors américaines dans tous les domaines, et c'est ça qui bloque. Bon, il y a une crise politique dans laquelle on est, il y a des sanctions économiques, la Russie se retrouve dans un sous-investissement extérieur, qu'il ne faut pas exagérer d'ailleurs. Il y a quand même un investissement étranger important encore, et notamment chinois, mais la question qui se pose, c'est celle de la stratégie de croissance. Quelle stratégie de croissance? Quelle économie de la connaissance? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on donne comme espoir à des jeunes diplômés qui sont souvent tentés par la fuite des cerveaux? Et surtout, comment faire en sorte que ce néo-étatisme ne coïncide pas ou ne génère pas cette corruption, ce sentiment généralisé de connivence entre les élites, ces dérives dont je vous parlais, dynastiques et clientélistes. Et au fond, comment faire en sorte que ce système qui a été bâti comme une réaction au chaos des années 90 puisse être bâti non plus comme une réaction, mais comme un point de départ vers autre chose. Voilà. Ça sera mon point final, j'ai déjà trop parlé. Et écoutez, toute question est la bienvenue, commentaires ou critiques.